il a voulu être l'un des premiers à se faire vacciner. Vaccin. Alors que des essais cliniques sont annoncés, Un cas d'effet indésirable de nature allergique. La France semble avoir accumulé un retard colossal. Une dizaine de vaccins devraient arriver sur le marché. Voilà, ça y est, le vaccin a été autorisé, la campagne de vaccination a commencé un peu partout, genre par exemple en France, c'est un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les gens sont pas hyper chauds. En décembre, il y avait à peu près 50% des Françaises et des Français qui comptaient se faire vacciner. En janvier, ça a baissé à peu près 40-42%. Bon, dans le même temps, c'est peut-être pas hyper grave, parce que de toute façon, on était bon dernier du nombre de vaccinés dans le monde. Depuis, a priori, le chiffre réaugmente un petit peu. Bref, les sondages, ça reste des sondages, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des réticences, il y a des questions, il y a des interrogations, il y a des inquiétudes. Du coup, il y a quelques temps, je vous avais demandé de m'envoyer par mail, par message, que sais-je, les questions que vous posez sur les vaccins. Autant vous dire que j'ai reçu un tombereau de questions. Depuis, j'ai fait le tri, et aujourd'hui, il est venu le moment de vous répondre. Avant de commencer, je voudrais être hyper clair sur 2 points. D'abord, je trouve ça complètement légitime de se poser des questions sur ce vaccin. Moi-même, je me pose des questions, je m'en suis posé plein. En tout cas, voilà, il y a zéro jugement, je trouve que c'est plutôt sain, en fait, de se poser des questions sur sa santé avant d'accepter ce genre de traitement. Et deuxièmement, je vais pas chercher à vous convaincre de vous faire vacciner ou de pas vous faire vacciner. Je vais vous donner les infos que j'ai à ma disposition, que j'ai recherchées, pour répondre à vos questions et pour que vous puissiez prendre vous-même la décision qui vous concerne. Pour faire ça, donc j'ai pris vos questions, j'ai noté les plus pertinentes et ou les plus fréquentes. J'ai regardé sur les réseaux sociaux, évidemment, celles qui se posaient le plus, celles que moi je me posais, celles que mon entourage se posait, etc. J'ai fait un gros tri. Je les ai reclassées les unes avec les autres en fonction des thématiques. Et puis j'ai fait des recherches dans les publications accessibles en ligne. J'ai interrogé, j'ai fait des entretiens téléphoniques avec des experts. Je vous mets toutes les références dans la description de la vidéo. Et je remercie aussi énormément Tania Louis, qui m'a aidé à la relecture notamment de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir son compte Twitter et sa chaîne YouTube, qui sont des mines d'or d'informations sur le virus, le vaccin, et aussi sur plein d'autres choses. Je vous mets encore une fois tous les liens dans la description. Et vous pouvez aussi acheter son livre, qui là pour le coup est totalement d'actualité, et qui s'appelle « La folle histoire des virus ». Voilà. Tout ça et plein d'autres choses, je vous le remets dans la description. Si vous voulez avoir plus de renseignements, allez un petit peu plus loin. Mais là tout de suite, on y va parce que on a du boulot. Est-ce que c'est vrai que le vaccin modifie l'ADN ? Alors, déjà, il y a plusieurs types de vaccins. Pour l'instant, les 2 vaccins qui ont eu l'autorisation et qui sont utilisés en France notamment, c'est des vaccins qu'on appelle à ARN messager, et c'est principalement ceux-là qui soulèvent des questions. Pour être très clair, là, on parle des vaccins Pfizer et Moderna. Et si la question de la modification de notre ADN se pose, c'est parce que des traitements, des médicaments qui modifient notre ADN, ça existe, c'est même déjà utilisé. Ça s'appelle des thérapies géniques. Mais première info pour être très clair, les vaccins à ARN messager, ça n'est pas des thérapies géniques, c'est différent. Le vaccin à ARN messager, voilà comment il fonctionne en gros. On injecte des molécules d'ARN messager, des instructions génétiques, une espèce de code, si vous voulez, que nos cellules vont décoder et qui va leur permettre de fabriquer une protéine particulière, la protéine S, la protéine Spike. C'est une protéine qui est très spécifique du virus, du coronavirus, parce que c'est celle qui lui permet de se fixer sur nos cellules. Donc une fois que nos cellules ont produit cette protéine, notre système immunitaire va pouvoir apprendre à la repérer et à se défendre contre elle. En gros, notre corps va apprendre à fabriquer un tout petit bout du virus qui rend pas malade pour pouvoir apprendre à le repérer et à se défendre contre lui pour le jour où le vrai virus va arriver. Notre ADN, il est à l'intérieur du noyau de nos cellules. C'est là qu'il se trouve. Et là, tout ce que je viens de vous décrire, ça se passe dans nos cellules, mais ça se passe pas dans le noyau, ça se passe à l'extérieur du noyau. Donc il n'y a pas accès direct à notre ADN. Pour être tout à fait précis, ce que je vous dis là, c'est ce qui se passe dans l'immense majorité des cas. Mais on ne peut pas exclure que théoriquement, il y ait un risque infime, qu'il y ait une petite modification ponctuelle de notre génome dans une cellule, par exemple. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que, le virus lui-même,
qui peut provoquer ce genre de choses. Deuxièmement, ce risque potentiel, on peut pas l'écarter complètement, mais ça représente un risque tellement rare que c'est même impossible de donner un chiffre. Et troisièmement, même si ça arrivait, là on parle d'une cellule qui de toute façon aurait appris à fabriquer la fameuse protéine S, donc elle serait détruite par notre système immunitaire. Donc il n'y aurait pas d'incidence à long terme. Comment on a pu développer un vaccin aussi vite ? Alors c'est vrai que entre le début des recherches et l'autorisation de la commercialisation d'un vaccin, classiquement, on a tendance à dire qu'il faut une dizaine d'années. Là, c'est arrivé en une toute petite année. Donc c'est assez logique de se poser des questions, comment c'est possible d'aller aussi vite ? Et bah, globalement, il y a 6 raisons à ça. Première raison, ce virus, on le connaissait déjà très très bien, parce qu'on connaissait déjà les autres coronavirus, et notamment le SARS-CoV-1, si vous voulez, auquel il ressemble beaucoup, et sur lesquels les chercheurs s'étaient déjà énormément penchés pendant l'épidémie de 2003 pour essayer de mettre au point un vaccin. Par exemple, ils savaient déjà qu'il fallait cibler la fameuse protéine S, la protéine Spike, donc les chercheurs partaient pas de zéro, c'était déjà beaucoup de temps de gagner. Et puis en 2003, l'épidémie s'est arrêtée toute seule avant que le vaccin soit au point, là, c'était pas le cas. Deuxième raison, on est dans le cadre d'une pandémie mondiale. Et le virus, il est très contagieux, donc il circule énormément, donc c'est moche à dire, mais c'est plus facile pour faire des tests. D'abord parce que c'est beaucoup plus facile de trouver des gens à inclure dans les phases de test, puisqu'il y en a énormément qui sont susceptibles d'être infectés par ce virus. Ensuite parce que ce genre d'étude, ça s'arrête quand on a un nombre de patients infectés défini à l'avance. Donc là, non seulement c'est facile de trouver des patients à inclure dans les phases de recherche, mais en plus, comme le virus est très contagieux, on arrive beaucoup plus rapidement à ce nombre de patients infectés. Donc les études, elles s'arrêtent aussi plus vite. Troisième raison, toujours dans le cadre d'une pandémie mondiale, du coup, les chercheurs du monde entier se sont mis à chercher en même temps. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, et ça fait avancer les choses beaucoup plus vite. Quatrième raison, on est donc dans le cadre d'une pandémie qui menace l'économie mondiale. Donc, ce coup-là, trouver des financements pour la recherche, ça n'a pas été très compliqué. Cinquième raison, les progrès technologiques. Ces 10-20 dernières années, les moyens à disposition des chercheurs ont énormément augmenté, et juste pour garder l'exemple du vaccin à ARN messager, c'est une technique qui était déjà prête. Il y avait juste à trouver une application. Sixième et dernière raison, quand il y a urgence sanitaire, et là clairement c'est le cas, les procédures d'autorisation de mise sur le marché des médicaments et des vaccins, là en l'occurrence, elles sont modifiées pour que ça aille plus vite. Ça on va en reparler tout de suite même. Est-ce que le vaccin est moins fiable parce qu'il a été autorisé en urgence ? Voilà, je vous avais dit qu'on allait en reparler. Les autorisations de mise sur le marché, les AMM, elles sont données par l'Agence européenne du médicament et par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, l'ANSM. En temps normal, c'est des procédures qui sont très longues, mais, comme on l'a dit, on peut les accélérer s'il y a vraiment un besoin urgent. Ça se fait souvent, par exemple, dans le cas de nouveaux traitements contre les cancers, si on estime que ces traitements sont très efficaces et que ça concerne des cas pour lesquels on n'a rien d'autre de disponible pour l'instant. Là, en l'occurrence, on a un virus qui est très contagieux, une pandémie mondiale avec des répercussions sur les systèmes de santé, sur la vie économique, sur la vie tout court des gens, de la population du monde entier. Du coup, il y a une urgence sanitaire et il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. Donc, procédure accélérée d'autorisation de mise sur le marché. Pour avoir l'autorisation d'utiliser un médicament, un vaccin, là en l'occurrence, on peut accélérer les procédures, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas alléger, c'est les critères de fiabilité, les critères de sécurité. Pour avoir cet AMM, il faut pouvoir prouver 2 choses. D'abord que le traitement, le vaccin, il est efficace, donc il faut prouver son efficacité, et il faut aussi prouver qu'il est sans danger, donc il faut prouver son innocuité. Ensuite, on fait le calcul et on regarde si le bénéfice qu'on va avoir à utiliser ce médicament est plus important que les risques qu'il y aurait à l'utiliser, à savoir essentiellement les effets indésirables. C'est ce qu'on appelle la fameuse balance bénéfice-risque. Et ça, qu'il y ait urgence ou pas, on n'y coupe pas. Il faut absolument que ces critères-là soient respectés. En temps normal, pour monter ce genre de dossier, il faut fournir tout un tas d'informations, de données et d'éléments aux autorités sanitaires. Ça, c'est très très long, et tant que le dossier n'est pas considéré comme complet, on n'a pas le droit d'avancer, on ne peut pas passer à la phase suivante. Là, il faut fournir le même dossier, mais la différence, c'est qu'on a le droit de commencer à bosser et de compléter le dossier au fur et à mesure que les informations arrivent.
Donc ça fait gagner un temps énorme. Donc en plus de tous les autres critères qu'on a déjà vus qui font gagner du temps, là on a cette simplification administrative, si vous voulez, qui permet de faire gagner du temps, mais avec les mêmes exigences de fiabilité. Est-ce qu'on a assez de recul? Ça, je vais pas mentir, c'est une des questions qui revient le plus souvent, et je trouve ça assez logique, à vrai dire. Alors, très clairement, en termes de temps, passer de 10 ans à 1 an, oui, on a moins de recul en termes de temps. Par contre, comme on l'a vu, on a pu inclure énormément de patients dans les études cliniques, du fait de la contagiosité et de la circulation mondiale du virus. Donc ça, c'est une forme de recul aussi, le nombre de cas étudiés. Un autre truc qu'il faut savoir, c'est que la majorité des effets secondaires apparaît au bout de 6 à 8 semaines. Donc en gros, on va dire 2 mois. Ça, c'est un recul temporel qu'on a eu pendant les essais cliniques. Là, pour le moment, dans les phases de test, que ce soit pour Pfizer ou pour Moderna, il n'y a pas eu plus d'événements indésirables graves dans le groupe des personnes vaccinées que dans le groupe des personnes qui ont reçu un placebo. Je vais revenir un petit peu plus tard sur cette explication de comment ça se passe vraiment, les essais cliniques. Mais en tout cas, voilà, sachez ça, il n'y a pas eu plus d'événements indésirables graves chez les gens qui ont reçu le vaccin que chez les gens qui ont reçu un placebo. Un événement indésirable grave, c'est pas forcément quelque chose qui est attribué à ce qu'on t'injecte, ça peut être une appendicite, ça peut être un infarctus du myocarde, ce genre de choses qui peut arriver dans la vie de tous les jours. Et donc pour le moment, il n'y en a pas eu plus chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Il y a eu des cas de paralysie de Bell, vous en avez peut-être entendu parler. La paralysie de Bell, c'est une faiblesse ou une paralysie de, en général, la moitié du visage. Généralement, ça passe tout seul ou sous traitement, mais bon, évidemment, c'est flippant, c'est pas agréable, personne n'a envie d'avoir ça. Alors, on va parler chiffres, du coup. La paralysie de Bell, il y en a eu 4 cas sur 22 000 personnes pendant les phases de test. Ça donnerait 18 cas sur 100 000 personnes, et l'incidence habituelle de la maladie, la fréquence habituelle de la maladie, vaccination ou pas, c'est 20 cas sur 100 000 personnes. Donc, il n'y en a pas eu plus avec le vaccin qu'en temps normal. Mais au final, que ce soit pour ça, ou ce qui pourrait arriver maintenant qu'on a commencé à vacciner à grande échelle la population mondiale, les autorités sanitaires elles vont continuer à suivre ça de très près, et au final, le vaccin, il a été autorisé parce que la balance bénéfice-risque, elle est OK. C'est quoi les effets indésirables? Donc là, on parle évidemment des effets indésirables qui ont été observés chez les gens qui ont été vaccinés pendant les phases de test. Le nombre de patients inclus dans ces études-là et leurs caractéristiques, ça fait que ils sont considérés comme représentatifs de la population générale. Donc on s'attend à ce que les effets indésirables qui ont été observés sur ce panel de la population et leur proportion, ce soit la même dans la population générale maintenant qu'on va vacciner. Maintenant qu'on a commencé à vacciner énormément de gens, forcément, il y a des choses qui vont arriver qu'on n'avait pas vues pendant les phases de test, qui ont été menées sur plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc il y a des choses qui vont arriver qu'on n'a pas vues pour l'instant, mais statistiquement, ça va concerner très peu de gens, et du coup, la balance bénéfice-risque, elle va, quoi qu'il arrive, rester OK. Et donc, les effets indésirables les plus fréquents observés pendant les phases de test, et un petit peu là maintenant depuis le début de la vaccination, c'est les grands classiques, douleur au point d'injection, fatigue, maux de tête, un petit peu de température, des courbatures, voire des douleurs articulaires, des troubles digestifs minimes, genre nausées, diarrhée, etc. Les grands classiques des effets secondaires des médicaments. Et les effets indésirables graves qui ont été attribués au vaccin, c'est des réactions allergiques, de modérées à sévères, voire des chocs anaphylactiques, chez des gens qui avaient déjà un terrain allergique assez costaud. Donc tout ça, ça va continuer à être surveillé, mais globalement, on va pas avoir beaucoup plus de surprises que ce qu'on sait maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ces pourcentages d'efficacité ? Ouais, c'est vrai que la question se pose parce que ces chiffres, ils sont pas hyper simples à comprendre. Petit rappel, comme on a dit, pour avoir l'autorisation de mise sur le marché, pour un traitement, un vaccin, il faut qu'on prouve son innocuité, c'est-à-dire l'absence d'effets indésirables graves fréquents, et il faut donc qu'on prouve son efficacité. Alors, pour comprendre ces chiffres d'efficacité, on va prendre l'exemple du vaccin de Pfizer. L'étude, elle a été menée sur plusieurs milliers, sur même plusieurs dizaines de milliers de personnes, et voilà comment ça s'est passé. La moitié des volontaires a reçu le vaccin Pfizer, l'autre moitié a reçu un placebo, de la flotte salée, si vous voulez. Et ni les volontaires, ni les médecins qui les ont suivis pendant les phases de test savaient qui avait reçu le vaccin et qui avait reçu un placebo. Ensuite, ces volontaires, ils ont mené leur vie comme si de rien n'était, ils ont juste été suivis et testés régulièrement.
Et puis quand on est arrivé au chiffre de 170 personnes infectées, c'était le chiffre établi à l'avance dont on a parlé tout à l'heure, on a regardé qui étaient ces 170 personnes qui avaient été infectées par le virus. Sur ces 170 personnes malades, il y en avait 162, c'est-à-dire 95%, qui avaient reçu un placebo, et 8, c'est-à-dire 5%, qui avaient reçu le vaccin Pfizer. Donc on considère que recevoir le vaccin, ça diminue de 95% le risque d'être malade. C'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'on a inoculé le virus aux volontaires pendant les tests? Alors c'est marrant, c'est pas une question que je m'étais posée moi spontanément, mais comme c'est une question qui est revenue très très souvent, je vais vous répondre. Non, on n'a pas inoculé le virus à des gens pour voir si le vaccin était efficace. On ne fait pas ça. Les études, elles ont été menées sur des volontaires qui étaient exposés au virus de par leur mode de vie. Et comme on a vu, le virus étant très contagieux, il y a beaucoup de gens qui sont particulièrement exposés au virus. Donc on a choisi les volontaires dans des populations dans lesquelles le virus circule particulièrement, mais on ne leur a pas injecté exprès. Je suis jeune et en bonne santé, pourquoi je me ferais vacciner? Oui, je vois le raisonnement. Le virus, il tue majoritairement des personnes âgées ou des personnes fragiles. Si c'est pas mon cas, vu que j'ai des doutes, pourquoi est-ce que j'irais me faire vacciner? D'abord, c'est vrai qu'il y a moins de risques chez les personnes jeunes et en bonne santé, mais il y a quand même eu des cas de formes graves, voire de décès chez des personnes jeunes et en bonne santé. Donc là encore, ça en revient à quel risque vous êtes prêt à prendre. Ensuite, encore une fois, si le vaccin il a été autorisé, c'est parce que la balance bénéfice-risque, elle penche du côté des bénéfices. Donc en vous faisant vacciner, vous mettez plus de chances de votre côté que vous ne prenez de risques. Donc ça, c'est les premiers éléments de réponse, mais à mon avis, les questions qu'il faut surtout se poser, c'est si je me vaccine, est-ce que je protège aussi les autres, et est-ce que je fais en sorte que l'épidémie s'arrête plus vite? Ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Vu que le virus mute, est-ce que les vaccins vont continuer à être efficaces? Alors, on a vu que l'angle d'attaque des vaccins, c'est la protéine Spike. Dans le variant anglais, par exemple, qui est déjà arrivé sur le territoire français, une partie des mutations, elle concerne justement cette protéine Spike. A priori, avec les premières données qu'on a pour l'instant, ces mutations, elles concernent une partie infime de la protéine, qui fait que, logiquement, elle va continuer à être reconnaissable par le système immunitaire. Donc, les vaccins devraient continuer à être efficaces. Ça demande à être consolidé, mais pour l'instant, premiers éléments qu'on a, c'est plutôt rassurant. Pour le variant sud-africain, qui est aussi présent sur le territoire français, on n'est pas encore sûr pour le moment. Les scientifiques ne peuvent pas être vraiment catégoriques. Il y a aussi des mutations sur cette protéine S. On ne sait pas dans quelle mesure ça va remettre en question l'efficacité du vaccin. Et pour le variant brésilien, on ne sait pas encore. On n'a pas encore assez de données. Bon, a priori, il n'est pas arrivé en France. Pas encore. Peut-être même qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, ce sera le cas. Oui, parce que évidemment, pour cette question-là, comme pour toutes les autres questions, ce qu'on sait depuis le début, c'est que les connaissances évoluent tellement vite que ce qui est vrai un jour n'est pas forcément vrai le lendemain. Mais alors, s'il y avait des variations, des mutations très importantes sur cette protéine Spike, au point que ça remette en question l'efficacité des vaccins, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben, il faudrait modifier les vaccins. La bonne nouvelle, c'est que c'est jouable. La mauvaise nouvelle, c'est que ça nous ferait perdre un petit peu de temps sur la vaccination, donc sur la sortie de la crise sanitaire, sur la sortie de la pandémie, mais c'est jouable. On peut modifier le vaccin pour l'adapter à une nouvelle variation. Autre truc un peu gênant avec ces variants, c'est que ils sont a priori pas plus dangereux, mais ils sont plus contagieux, voire beaucoup plus contagieux, et ça a d'autres conséquences dont on va reparler après. Est-ce que le vaccin va permettre d'arrêter la pandémie? Ouais, ça c'est quand même un gros morceau, c'est quand même une grosse question, c'est peut-être même la grosse question. Dans un premier temps, ça va nous permettre de faire un petit point. Pourquoi est-ce qu'on vaccine les gens contre le Covid? Ça sert déjà à protéger les personnes les plus à risque. Celles qui vont être vaccinées en premier, c'est les personnes âgées et les personnes qui ont des maladies chroniques, donc ça va permettre d'éviter directement des décès. Et comme ça permet de diminuer le nombre de malades et de formes graves, notamment, ça permet aussi de préserver le système de santé, et notamment les réanimations. Parce que les réanimations, ça nécessite du personnel qualifié et du matériel spécifique, notamment, et que du coup, il n'y a pas beaucoup de lits. Et que du coup, si toutes les places de réanimation sont prises par des malades qui ont des formes graves du Covid, ça veut dire qu'on n'a plus de place pour soigner tous les autres malades qui ont des formes graves du Covid,
Mais ça veut dire aussi qu'on n'a plus de place pour soigner tous les autres malades qui ont besoin de réanimation. Genre les accidents de la route, les AVC, etc. Donc en préservant le système de santé, en préservant les réanimations, on sauve aussi ces vies-là indirectement. Et on permet aussi aux soignants de souffler un peu, parce que là, pour l'instant, c'est pas le cas, et ils vont pas tenir comme ça pendant des années. Mais bon, la grande question, c'est est-ce que la vaccination, ça peut permettre d'arrêter, de stopper la pandémie ? Et bah ça, dans un premier temps, on n'en était pas complètement sûr, à vrai dire, on n'en est toujours pas complètement sûr. Je vais vous expliquer ça. Alors, pour dire les choses simplement, ce qui a été prouvé, parce que c'est ce qui a été recherché pendant les phases de test, c'est que le vaccin évite de tomber malade. Et ça a aussi permis de démontrer que pour les gens qui tombent quand même malades, parce qu'on a vu qu'il y en avait, ça évite de développer des formes graves. Donc le vaccin nous empêche de tomber, nous, malades, quand on est en contact avec le virus, quand on est contaminé, mais est-ce que ça nous empêche pour autant de refiler le virus aux autres ? Ça, très clairement, dans l'absolu, scientifiquement parlant, on ne peut pas l'affirmer, il va falloir des tests spécifiques pour pouvoir être affirmatif à 100%. À la fin des phases de test, on avait plutôt l'impression que la réponse était oui, ça paraît même assez logique, ça diminue le risque de tomber malade et ça diminue aussi le risque de transmettre le virus, mais encore une fois, ça n'a pas été démontré scientifiquement. Par contre, les premières études qui ont été menées sur les populations vaccinées, parce que là il commence à y avoir vraiment beaucoup de monde, ça semble plutôt aller dans ce sens-là. Oui, ça permettrait aussi de limiter la transmission du virus. Donc pour l'instant, tous les indicateurs semblent aller dans le bon sens. Le vaccin pourrait permettre de limiter la transmission, donc de stopper la pandémie, mais tant qu'on n'a pas les preuves scientifiques, on ne va pas pouvoir être affirmatif là-dessus à 100%. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le vaccin permette d'atteindre l'immunité collective ? Oui, alors, la fameuse immunité collective. En ce qui concerne le coronavirus, donc le virus responsable du Covid, en France, on estime qu'il faudrait que 60% environ de la population soit immunisée pour atteindre l'immunité collective. Immunisée naturellement, c'est-à-dire après avoir été en contact avec le virus, par exemple après avoir été malade, ou immunisé par le biais de la vaccination. Je ne vais pas détailler tout ça de façon très précise avec des chiffres, mais je vous mets dans la description une vidéo faite par Léa Bello pour Le Monde, qui explique tout ça de façon très claire et très précise. Mais en gros, entre les personnes qui chopent le Covid et qui vont développer des anticorps, et les personnes qui se font vacciner, il faudrait qu'il y ait 6 personnes sur 10 qui soient immunisées en même temps contre le Covid, pour que l'épidémie s'arrête en France. Alors ça c'est dans l'absolu, sauf que au bout du compte, il y a quand même une ou deux questions qui se posent par rapport à ça. D'abord, il y a la durée de l'immunité. On a eu notion que les anticorps diminuent, voire disparaissent dans le sang des personnes qui ont été malades, donc qui ont été immunisées, au bout de quelques mois. Mais alors attention, ça veut pas dire que ces personnes arrêtent d'être immunisées. C'est pas parce qu'il n'y a plus d'anticorps dans leur sang qu'elles sont plus immunisées. Il y a des cellules mémoire qui peuvent par exemple relancer le processus en cas de nouvelle exposition au virus. D'ailleurs, a priori, il y a eu très peu de cas de réinfection. Et du coup, pour le vaccin, la question se pose de la même façon, sauf que là, on vaccine pas depuis assez longtemps pour savoir combien de temps l'immunité dure dans ces cas-là. À titre de comparaison, l'immunité contre la grippe saisonnière après une vaccination, elle dure 6 à 9 mois. Pour le Covid, il va falloir un petit peu attendre pour avoir des chiffres, encore une fois, mais il y a des grandes chances que ce soit aussi variable d'un individu à l'autre. Mais même en admettant que l'immunité, elle dure 6-8 mois, comme c'est ce qu'on suppose actuellement, mais encore une fois, là, il n'y a pas de certitude, on peut espérer qu'entre les gens qui s'infectent naturellement et les gens qui se font vacciner, on arrive à 60% de personnes immunisées dans quelques mois. Donc, qu'on puisse rouvrir les restaurants, les bars, les salles de concert, les festivals, tout ça. Mais autre petit truc pour pondérer un peu l'enthousiasme, l'OMS a déjà estimé qu'il y a très peu de chances qu'au niveau mondial, on arrive à l'immunité collective en 2021. Parce qu'on n'est pas tous au même niveau en termes de vaccination, etc. Donc l'effort, il va être mondial. Mais pays par pays, quand même, il y a possibilité qu'on y arrive. Et puis de toute façon, même sans arriver à ce fameux niveau d'immunité collective, plus il y a de gens immunisés, moins il y a de malades, moins il y a de formes graves, moins les hôpitaux sont surchargés, donc c'est déjà un bénéfice. Par contre,
Dernier élément qui pourrait, pour le coup, un peu changer la donne, les fameux nouveaux variants dont on a parlé. Même en admettant que les vaccins restent efficaces sur les variants, ça pose un autre problème, parce que comme on l'a vu, ces variants, ils sont plus contagieux, voire beaucoup plus contagieux que la forme initiale du virus. Et ça pose un problème, parce que si ces variants, ils devenaient majoritaires sur le territoire français, ça modifierait la formule qui permet de calculer le pourcentage de population immunisée à atteindre pour avoir l'immunité collective. En gros, vu que ces variants sont plus contagieux, bah, ça ferait augmenter le fameux R0, et du coup, bah, ça ferait augmenter le pourcentage de la population immunisée à atteindre pour avoir l'immunité collective. Donc là, encore une fois, on saura ça dans les mois qui viennent. Au bout de combien de temps est-ce que le vaccin est efficace? Alors, pas tout de suite, enfin pas immédiatement. Pour le vaccin Pfizer, par exemple, les études, elles ont montré que l'efficacité maximale, elle arrive 1 semaine après la 2e injection, parce qu'il faut 2 injections. Donc, logiquement, au bout d'1 mois, puisqu'il faut 3 semaines minimum entre la première et la 2e injection. Sauf que, comme pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de doses de vaccin, parce que c'est pas encore produit en assez grande quantité, le gouvernement a décidé d'allonger le temps entre la première et la 2e injection pour qu'il y ait plus de gens qui puissent bénéficier de la première injection. Dans l'absolu, c'est pas idiot, sauf que ça pose quand même 2 questions. D'abord, ça va allonger le délai pour arriver à l'efficacité maximale du vaccin. Ils ont parlé de passer de 3 à 6 semaines entre les 2 injections. Dans l'absolu, c'est ok, parce que l'OMS dit c'est souhaitable de faire ça dans les 3 à 4 semaines, mais en cas de circonstances exceptionnelles, on peut le repousser jusqu'à 6 semaines. Sauf que ça veut quand même dire que le vaccin, au lieu d'être efficace au bout d'1 mois, bah, il est efficace au bout de 7 semaines. On n'est pas le seul pays dont le gouvernement a choisi cette stratégie-là, mais il y a quand même des médecins qui mettent en garde, et qui disent que ça pourrait avoir des conséquences. Il y a donc certains médecins qui disent que ça pourrait avoir des conséquences sur l'efficacité du vaccin au final, voire sur la capacité du virus à muter, voire que ce serait même potentiellement embêtant d'être en contact avec le virus dans cette période entre les 2 injections. Ça pourrait un petit peu aggraver les choses. Pour l'instant, c'est juste des hypothèses, mais bon, ça mérite de garder ça en tête quand même. Est-ce que je vais me faire vacciner, moi? Alors, c'est une question qui est revenue très souvent. Dans un premier temps, je pensais pas forcément y répondre, parce que dans mon esprit, c'est pas le sujet. L'idée, c'est pas de savoir ce que moi, je vais faire. L'idée, c'est de vous donner les infos que j'ai récupérées pour que vous fassiez votre idée, vous. Mais après, je me suis posé la question dans l'autre sens, et je me suis dit, est-ce qu'il y a une raison qui devrait me pousser à ne pas le dire? Déjà, est-ce que ça risque pas de donner l'impression que je cache quelque chose ou je sais pas quoi? Dans l'absolu, c'est moi que ça concerne. C'est ma santé, c'est un choix personnel, encore une fois. Mais en vrai, je m'en fous. Enfin, je veux dire, j'ai pas de raison de garder le secret par rapport à ça. Donc, bah, je vais vous dire, je vais vous donner la réponse à cette question. Et donc, la réponse, c'est, vu ce que je sais de ce virus, maintenant, et de son évolution, les variants, etc. Vu la répercussion que cette pandémie elle a depuis presque 1 an sur ma vie, puisqu'il s'agit de moi, sur la vie de mes proches, sur la vie de tout le monde en fait, vu ce que je sais maintenant sur les vaccins, puisque c'est quand même de ça qu'il s'agit, moi, à titre personnel, je vais me faire vacciner, dès que possible. Voilà, je vais me faire vacciner, et je vais me faire vacciner sans plus d'inquiétude que j'en ai ressenti à chaque fois que je me suis fait vacciner, ou même à chaque fois que je prends un médicament qui a été autorisé. Voilà, il y a encore plein d'autres questions qui se posent, évidemment. Il y en a plein d'autres qui vont encore se poser dans les semaines et dans les mois qui viennent, au fur et à mesure que les choses vont évoluer, que les choses vont avancer. Je referai peut-être une vidéo ici pour en parler, ou on en parlera peut-être sur Twitch, je ne sais pas, mais en tout cas, les questions, c'est pas terminé, ça c'est sûr. En attendant, bah, vous avez quand même déjà un certain nombre d'infos. N'hésitez pas à aller vous renseigner ailleurs, avec les liens que je vous mets dans la description, mais aussi par vos propres moyens, parce que c'est important, 1, d'avoir plusieurs sources d'informations, et puis 2, de se garder informé avec des infos à jour, puisque, encore une fois, ça évolue tellement vite que toutes ces infos, elles sont obsolètes très rapidement. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres.
Mettez-vous bien, même si c'est pas la période idéale pour le faire, et surtout, portez-vous bien.